Le chat noir au poil hérissé. Bulletin de la coordination des travailleuses et travailleurs de l'éducation. Publication anarcho-syndicaliste. Lorsque les auteurs des articles ne sont pas cités, c'est qu'ils portent la griffe du chat noir. Février 2008. Numéro 1. Manifeste pour un syndicalisme de gauche. 1. Lutte contre le système capitaliste d'exploitation, de domination et d'aliénation des travailleurs et promotion d'une société égalitaire et libre auprès des collègues et étudiants. 2. Lutte pour la suppression des hiérarchies entre les travailleurs du secteur de l'éducation et affirmation de l'identité du combat des différentes catégories actuelles du personnel. Concrètement, organisation d'assemblée générale unique dans les établissements. 2. La fonction statutaire du directeur doit se limiter à l'administration et à la coordination des activités dans les établissements. 3. Autonomie syndicale par rapport à tous les pouvoirs, économiques, politiques, confessionnels, et donc refus de la cogestion dans les établissements scolaires. Concrètement, refus de cautionner la privatisation de l'enseignement qui est un bien public. En l'occurrence, et dans l'immédiat, le principe pervers de l'évaluation de la qualité, le système actuel de promotion salariale, l'externalisation des services et les possibles fusions qui conduisent à la division des travailleurs et, à terme, au licenciement. Corrélativement, boycott des conseils d'administration dans les hautes écoles de la communauté française où, de toute façon, le rapport de force défavorable aux travailleurs est, en termes de voix, de 1 à 6. 4. Affirmation de l'autogestion syndicale et donc refus de la professionnalisation et de la bureaucratisation syndicale. Concrètement, les mandats sont impératifs et révocables à tout moment. 5. Défense de la laïcité dans l'enseignement subventionné ou organisé par la communauté française. Concrètement, refus de coopération avec le réseau de l'enseignement libre confessionnel, qu'il s'agisse de la cogestion d'infrastructures ou de l'envoi d'étudiants en stage dans le dit réseau. Dénonciation de l'hypocrisie du décret neutralité et de son application. Miaou. Andromaque se parfume à la lavande. Numéro 2. Irresponsabilité patronale. Lettre de Jean-Michel Dufay envoyée le 14 février 2008 à Jacques Lebège, président de la Haute École SPAC, par la voie hiérarchique. Monsieur, suite à votre irresponsabilité et votre négligence, des remboursements importants de frais de déplacement effectués l'an dernier n'ont, à ce jour, toujours pas été versés à des travailleurs de la Haute École, ce qui a provoqué des difficultés financières majeures dans certaines familles. Par conséquent, nous ne pourrons donc entamer de nouvelles visites de stage tant que les remboursements n'auront pas été opérés. Il est inadmissible que de telles situations qui sont le fait du prince puissent encore se produire de nos jours. Elles sont à l'origine non seulement de problèmes sociaux, mais aussi de dysfonctionnements de services au détriment des étudiants. Copie aux collègues. Le chat noir au poil hérissé est une revue anarcho-syndicaliste qui sera publiée chaque semaine. Il est édité par la coordination des travailleuses et travailleurs de l'éducation. Les collaborations révolutionnaires, anarchistes et libertaires sont les bienvenues. Battons-nous contre toutes les formes explicites et surtout insidieuses du pouvoir. Miaou. Mars 2008. Numéro 3. Email envoyé par l'ULB le 11 février 2008. Note de réflexion sur la stratégie de rapprochement et collaboration au sein du pôle universitaire européen de Bruxelles-Wallonie. Constat. Structure compliquée. Ressources sous-utilisées. Discipline cloisonnée. Finances fragiles. Conditions de travail mauvaises. Solution pour l'avenir. Augmenter l'offre des services. Lisibilité de l'offre aux étudiants clients. Être crédible. Ingénierie, lobbying,
autonomie, responsabilité, compétitivité, fourniture d'expertise, rapprochement naturel des partenaires du pôle, fusion, leadership sous la bannière de l'ULB. Solid partners, flexible solution. Big is beautiful. La réalité. Offre publique d'achat de l'Université libre de Bruxelles sur l'enseignement supérieur de la capitale. Supermarché de l'enseignement, guerre des cerveaux, marketing, création de chaires sponsorisées par le privé, entre autres RTL TVI. Externalisation des services, dégraissage des effectifs, suppression à terme de l'enseignement pédagogique de type cours. Rhétorique de pression, chantage, mensonge, pensée unique, formatage. Renforcement des liens entre l'université, le marché et les décideurs politiques. Cadenas institutionnel, centralisation des décisions, volonté de puissance et de satellisation. Oui aux accords de collaboration, non à la fusion, non au nouvel ordre mondial de l'enseignement et à sa marchandisation. Miaou. Numéro 4. Copie de la lettre envoyée par Jean-Michel Dufay à Jacques Le Belge, président de la Haute École Paul-Henri Spaak, le jeudi 20 mars 2008. Monsieur, le 10 mars dernier, vous nous avez envoyé par lettre recommandée un appel aux candidats à la nomination à la fonction de rang 2, promotion. Vous nous indiquez que, je vous cite, les procédures ont été décidées par le conseil d'administration du 29 février 2008, dont l'extrait du projet de procès-verbal est à notre disposition dans tous les secrétariats de la Haute École. Fin de citation. À ce jour, cet extrait de projet du procès-verbal n'est toujours pas disponible au secrétariat de la catégorie pédagogique de la Haute École. En outre, il n'apparaît pas non plus dans le cahier de service de la catégorie ni sur le site informatique de la Haute École. Je vous rappelle que les vacances de Pâques commencent ce samedi 22 mars et que, par conséquent, nous ne serons pas de retour sur notre lieu de travail avant le lundi 7 avril. Or, dans votre lettre, vous nous demandez, je vous cite, de bien vouloir vous transmettre pour le mardi 8 avril 2008 un dossier exhaustif qui permettra au collège de direction d'évaluer les membres du personnel concernés par les procédures. Fin de citation. Comment, dans ces conditions, pourrions-nous valablement, et en connaissance de cause, introduire notre demande dans les temps? Hélas, ce phénomène est récurrent. Depuis des années, le personnel réclame que les procès-verbaux des conseils d'administration lui soient transmis dans la semaine qui suit leur approbation. La plupart du temps, donc 5 semaines après la réunion des 10 conseils. Or, régulièrement, nous devons attendre 4 ou 5 mois pour qu'ils nous soient communiqués. Alors, négligence, dysfonctionnement systémique ou volonté délibérée que les collègues ne puissent être informés et réagir en temps utile. L'interrogation demeure et succède à bien d'autres. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mon dévouement à l'enseignement de la communauté française. Copie aux membres du personnel. Miaou. Au département pédagogique de la Haute École, Paul-Henri Spaak, des collègues envoient des étudiants en stage dans le réseau catholique. Est-ce le rôle de professeur de l'enseignement officiel dont la mission prévue par le décret définissant la neutralité en communauté française est, je cite, d'exposer et de commenter les faits avec la plus grande objectivité possible. 31 mars 1994, article 1, publié dans le Moniteur belge du 18 juin 1994. En agissant de cette manière, on soustrait les étudiants à la neutralité et on les immerge dans, je cite, la lumière de l'Évangile, tâche majeure qu'a définie le Conseil général de l'enseignement catholique sous la présidence de M. Houssiot, évêque de Liège. Le CEGEC, donc l'organe directeur de l'enseignement catholique, précise en outre, je cite, qu'en créant et en soutenant des écoles, la communauté chrétienne travaille à l'avènement du royaume de Dieu. Fin de citation. Ce document, qui s'intitule Mission d'école chrétienne, daté du 20 mai 1995, est accessible sur la toile.
Récemment, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, a déclaré, je cite, que l'instituteur ne remplacera jamais le curé ou le pasteur. Fin de citation. Alors que la laïcité est inscrite dans l'article 2 de la Constitution de la Ve République. Nous faut-il sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier pour ne pas flétrir la mémoire de nos pères? Luttons contre le consensus mou, qui, loin d'être une preuve de tolérance, soutient, sous prétexte de pragmatisme, des attitudes prétendument porteuses de vérité. Ne renonçons jamais, dans le cadre de nos fonctions, au primat de la raison et de la science. Ni Dieu ni maître ni Dieu. Rouen. Avril 2008. Numéro 6. Syndicalisme et capitalisme. Nous entamons à partir de ce numéro la publication de comptes rendus d'ouvrages lus récemment. Ils doivent permettre d'inscrire le combat qui est le nôtre dans le cadre d'une réflexion soutenue par la confrontation d'informations et d'arguments contradictoires, tant il est vrai que l'ignorance et le dogmatisme figurent parmi les principales causes des maux qui affligent l'humanité. Compte rendu de l'ouvrage de Rick Fantasia et Kim Voss, des syndicats domestiqués, répression patronale et résistance syndicale aux États-Unis, publié à Paris en 2003 aux éditions Raison d'agir. Le modèle économique américain est la conséquence de la destruction programmée de toute forme d'organisation et de protection du travail. La culture politique et le droit américain ont peu à peu démantelé les mouvements syndicaux de contestation sociale. Résumé de l'ouvrage intitulé « Changer la société sans prendre le pouvoir, syndicalisme d'action directe et renardisme en Belgique », ouvrage dirigé par Matteo Alalouf, publié à Bruxelles en 2005 aux éditions Labor. Ce syndicalisme se fonde sur le postulat suivant lequel le caractère révolutionnaire de la classe ouvrière repose sur l'autonomie de l'action ouvrière. Indépendamment des partis politiques, le syndicalisme révolutionnaire ou anarcho-syndicalisme ne transige pas sur sa détermination à choisir en toute liberté ses moyens d'action et ses objectifs. À la mort d'André Renard en 1962, la Fédération générale des travailleurs de Belgique et le Parti socialiste reprendront les choses en main. Compte-rendu de l'ouvrage de Xavier Duprey et Henri Houben et Éric Rydberg, Capital contre travail, l'offensive sur les salaires, Charleroi 2007, édition Couleur Livre. En Belgique, les pactes de compétitivité et des générations s'inscrivent dans le processus de Lisbonne. Depuis 1999, les chefs d'État de l'Union européenne ont décidé de faire du continent la zone économique la plus compétitive du monde, en s'attachant en priorité à atteindre des bons taux d'emploi, plus de candidats sur le marché du travail, et donc à imprimer une pression à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail. Ce carcan est le fruit d'un lobbying industriel. Compte rendu de l'ouvrage de John Kenneth Galbraith, Les mensonges de l'économie, vérité pour notre temps, publié à Paris en 2004 chez Grasset. Cet essai se propose de montrer comment, en fonction des pressions financières et politiques ou des modes du moment, les systèmes économiques et politiques cultivent leur propre version de la vérité. Une version qui n'entretient aucune relation nécessaire avec le réel. Rouen. Numéro 7. Syndicalisme et capitalisme, suite des comptes rendus. Compte rendu de l'ouvrage d'Amartya Sen, L'économie est une science morale, Paris 2003, édition de la Découverte. L'analyse économique traditionnelle est incapable de penser la diversité des comportements humains. Il est nécessaire d'y introduire des considérations politiques, sociales et surtout éthiques. L'auteur, prix Nobel, s'interroge sur le rapport entre liberté individuelle et égalité sociale, entre démocratie et développement économique, ainsi que sur le rôle de l'État dans la redistribution des richesses.
compte rendu d'un ouvrage du même auteur, intitulé « Un nouveau modèle économique, développement, justice et liberté », paru à Paris en 2000 aux éditions Odile Jacob. Parmi les thèmes abordés, les fins et les moyens de développement, la pauvreté comme privation de capacité, marché, État et opportunités sociales, famine et autres crises, le rôle actif des femmes, population, ressources alimentaires et liberté. Résumé de l'ouvrage de Daniel Cohen, 3 leçons sur la société post-industrielle, Paris 2006, édition du Seuil. La société industrielle liait un mode de production et un mode de protection. La société post-industrielle consacre, elle, leur séparation. L'auteur analyse les ruptures qui ont conduit le capitalisme du XXIe siècle à la destruction méthodique de cet héritage. Innovation technologique, révolution financière, transformation des modes d'organisation du travail ou encore mondialisation des échanges. Ouvrage suivant. Ouvrage de Jean-Luc Gréau, L'avenir du capitalisme, Paris 2005, édition Gallimard. L'auteur indique pourquoi il est devenu nécessaire de rationaliser le capitalisme au moment où celui-ci montre sa fragilité et ses incohérences. En particulier, les fonds d'épargne collective, qui devraient financer les entreprises, les soumettent en fait à un régime de prédation. Comme solution, Gréau propose, entre autres, l'association contractuelle des entreprises et de leurs actionnaires en vue de leur coopération effective et le dépérissement simultané des bourses qui ont perdu leur raison d'être. Compte rendu du livre de Joseph Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Paris 2003, édition Fayard. L'auteur prix Nobel aborde le problème de la bulle spéculative, la vague de déréglementation aux États-Unis ou encore les scandales comptables. Il démolit plusieurs mythes, parmi lesquels celui de la relance de l'économie par la réduction du déficit, celui de la main invisible d'Adam Smith, ou encore celui du caractère systématiquement mauvais de l'État. Résumé de l'ouvrage d'Alan Greenspan, Le temps des turbulences, Paris 2007, édition Jean-Claude Lattès. Il s'agit des mémoires de l'homme le plus puissant de l'économie mondiale de 1987 à 2006, période pendant laquelle il fut président de la Réserve fédérale américaine. Plongé dans l'univers mental sans complexe du grand gourou capitaliste. Miaou. Numéro 8. Silence strident. 2 ans après 68. Une école catholique près du cinquantenaire. 13 ans, le début de l'adolescence. L'âge, mais il y en a d'autres, où tout peut basculer. Un fou nous enseigne le latin et l'histoire. Un ignorant, un pauvre type. Son pouvoir est immense. Pendant 1 an, il nous terrorise et nous bat. Depuis des lunes, les élèves l'ont affublé du surnom d'autruche, à juste titre. Rien dans la tête, tout dans les cuisses. Nous sommes les victimes de ces fantasmes, de ces délires. Un paranoïaque, vraisemblablement un impuissant. Lorsque ses pas résonnent dans les couloirs, nos estomacs se nouent. Il rentre en classe. Le signe de la croix suivi d'une autre paire si nous sommes en début de journée. Il nous interroge. 20, 15, 5 ou 0. Pas de cote intermédiaire. Il s'élance vers l'un ou l'autre élève tremblant comme une feuille. Il l'invective dans un charabia. Inintelligible par définition. Il revient à son bureau, essoufflé, la lèvre fendue. Sa bave se mêle à son sang. C'est le rituel, 9 fois par semaine. Un jour, le crucifix est entartré. On ne sut jamais par qui, mais cette année-là, un élève au moins jura qu'il n'aurait plus ni Dieu ni maître. Tout le monde savait, la direction, les professeurs, les parents, la loi du silence. Pendant 20 ou 30 ans.
jusqu'au jour où il traita une élève de pute. Il fut licencié et devint chauffeur de taxi. Un film d'horreur. Il mourut peu après. Le diable le garde en enfer. Miaou. Un quadrilatère. L'enfermement. Pour le printemps, recouvrir la cour de gazon synthétique. Y disposer des bancs et des transatlantiques. Pour étudier, lire, discuter ou se reposer. Des parasols aussi. Dans la salle de détente, au-dessus du local de Jacqueline et d'Annick, installé un vélo pour la musculation. Un grand miroir, une photo du Tché ou de Rita Hayworth. Et des rideaux pour ne pas distraire Alain. Rouen. Numéro 9. Solidarité avec le personnel ouvrier. Lors de nos 2 dernières réunions, nous avons évoqué la nécessité pour les travailleurs de renforcer leurs liens, toutes catégories confondues, face aux logiques du marché qui s'installe. Les 2 techniciennes de surface du département pédagogique travaillent respectivement depuis 30 et 19 ans dans les locaux de la rue Émile van der Velde à Nivelles. La première prendra sans doute sa retraite dans 1 an et demi, la seconde dans 3 ans. La direction prévoit déjà que, dans une logique d'externalisation, ce seront des contractuels travaillant dans une firme et ne dépendant donc plus du ministère qui les remplaceront. Le soir, logique déshumanisant les relations que nous avons pu établir jusqu'à présent avec le personnel ouvrier. La plus ancienne n'a été nommée qu'en 2004. Et la dernière arrivée ne le sera sans doute jamais, avec les inconvénients pécuniaires que cela engendre pour le calcul du montant de sa pension. Pire encore, voici quelques années, son contrat à durée indéterminée a été remplacé par un contrat à durée déterminée qui est renouvelé chaque année, le 15 septembre, mais qui pourrait ne pas l'être. Une véritable régression statutaire. Pourtant, il ne faudrait pas croire que la situation de l'aîné soit enviable. Toutes 2 connaissent des problèmes de santé liés à l'âge et à la pénibilité de leur travail. Station debout pendant toute la journée, de 6 à 14h30. Notre conscience de classe est déterminée par notre place dans le processus de production, d'exploitation, de domination et d'aliénation. La division des travailleurs en catégories fixées par leurs divers statuts ne devrait pas leur faire oublier leur capacité de mobilisation lorsqu'ils agissent main dans la main. Aux professeurs de l'enseignement supérieur de ne pas rétablir la noblesse de robe de l'Ancien Régime. Liberté, égalité, fraternité. Rouen. Numéro 10. Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Loustalot. Domino non credimus. 3 semaines avant la fête nationale, à l'occasion d'un repas convivial de concorde de classe, les autorités descendent en province. C'est le moment de donner des bisous, forme moderne du paternalisme bon enfant, d'être à l'écoute des administrés, mais encore de casser du sucre sur les subordonnés immédiats. Un air de campagne électorale renouvelé chaque année. Paraître un patron sympa, sexy, tout en gardant son gilet, signe de distinction sociale qui ne trompe pas. Il est vrai que les classes laborieuses sont souvent dangereuses et qu'il s'agit, dans la mesure du possible, de les anesthésier. Heureusement, les temporaires, au statut précaire, abondent, et d'autres attendent des promotions. Ceux qui en sont réduits à n'être que des courtisans, mais qui n'en pensent pas moins, joueront donc leur rôle, le temps de se rappeler au bon souvenir du maître, car l'époque est dure. Un jeu où personne n'est la dupe de qui que ce soit. On fait comme si. La cohésion sociale, ou plutôt l'ordre social, est à ce prix.
Je t'aime, moi non plus. L'hypocrisie générale pour éviter que le repas, arrosé de bon vin, ne se termine en bataille rangée. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. On a déjà tant de soucis. Et puis, il y a la table de ceux qui fredonnent l'international ou le chant des partisans. Miaou. Nouveau millénaire des filibert. Tous les chefs ont tort. Quelle que soit leur sensibilité politique, les chefs ont toujours tort. Même quand ils ont raison, les chefs ont tort, toujours tort. L'irréparable tort des chefs est d'être des chefs. Même quand ils admettent qu'ils n'ont pas raison, les chefs ont tort. Le chef compréhensif n'en restant pas moins chef. Les chefs ont toujours quelque chose à dire, inexorablement. Les chefs s'imposent, se font écouter, et s'arrangent pour avoir le dernier mot. On leur couperait la langue, les chefs parleraient encore. Le tort de celles et ceux qui les écoutent est de prendre en compte ce qu'ils ont à dire. Les chefs, personnages les plus néfastes, n'arrivent jamais en retard, puisque nul n'est pressé de les voir arriver. Les chefs trouvent leur utilité dans un système d'aliénation. Si l'absence des chefs est en soi libératrice, il en découle, parfois, un malaise collectif. Les chefs restant les entités de déresponsabilisation par excellence. La solidarité avec les chefs est une forme de collaboration de classe. Celles et ceux qui s'y prêtent ne sont que de vulgaires collabos qui contribuent à leurs propres oppressions, le pire étant quand ils ou elles y prennent du plaisir. Tant qu'il y aura des chefs, il y aura la misère glauque de la séduction et la sournoiserie de la manipulation. Et tant qu'il y aura des gens pour obéir, il y aura des chefs. Plus on critique les chefs, plus ils se décomposent. Toutes les occasions sont bonnes pour nuire aux chefs. Les chefs qu'on abat ne font plus d'ombre à nos débats. Ni grand chef, ni petit chef. Miaou. Comme nous l'avions convenu, un questionnaire destiné à évaluer la qualité de notre hiérarchie, du département au ministère, en passant par la rue Royale, sera établi le mois prochain. Toutes les suggestions pour le rédiger, qu'elles soient anonymes ou non, sont les bienvenues. Rouen. Numéro 11. Sur le thème de l'aliénation. Quoi de plus instructif que de se promener dans les combles et les caves d'un bâtiment? Il révèle bien souvent l'inconscient d'une institution et recèle, en tout cas, de curieux souvenirs, comme ce joujou extraordinaire d'une chanson de Claude François. Au sous-sol de l'école normale, dans un couloir que plus personne n'emprunte depuis des lustres, on découvre cette moderne grotte de Lascaux qu'est la salle peinte par des élèves de Dubrinfo. Les fresques fantastiques des cosmonautes et des chevaux sont à voir absolument. Plus loin dans le couloir, une petite pièce. D'étranges inscriptions. Das Holz, die Hure, selbst schuld, SS, dans la brique et le bois, témoignerait de l'existence d'un cachot pour soldats allemands indisciplinés. On aurait également torturé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les locaux d'une autre aile du bâtiment réservée à la Gestapo. À l'air libre cette fois, la mention Aufnahme, à côté de la rotonde, indique encore le chemin à suivre. Dans la salle de réception, le buste de Monseigneur Namèche, premier directeur de l'école normale au lendemain de l'indépendance du pays, préside depuis toujours les délibérations des professeurs. Il a suivi tous les déménagements. Logique pour le surmoi d'une école où, jusqu'il y a peu, l'Opus Dei veillait à ce qu'elle ne perde ni son âme
ni sa discipline. Dieu seul sait pendant combien de temps, accrochés au mur, les photographies de ses successeurs, dans leur immuable et austère théorie, auront surveillé la salle de lecture de la bibliothèque et ses occupants. Saintes icônes, elles ont, en tout cas, survécu à l'incendie qui ravagea l'établissement. Mais qui se souvient, en son 40e anniversaire, de Raoul Vaneigem, qui fut le cofondateur du situationnisme et le père de mai 68 en France, qui enseigna la littérature française dans notre école et qui fut forcé de partir parce qu'il entretenait, suprême péché, une relation avec une de ses étudiantes. Lisez le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, l'avertissement aux écoliers lycéens, nous qui désirons sans fin, pour une internationale du genre humain, ou encore pour l'abolition de la société marchande, ou brûlez-les, puisque leur auteur appartient à la catégorie des hérétiques, dont il a lui-même expliqué la résistance au christianisme dans 2 ouvrages. Nivelle était vraiment un trop petit bocal pour ce grand écrivain et cet esprit prophétique qui regardait au-delà de l'horizon. Miaou.